Bonsoir, chers collègues et chers étudiants. Je vais vous présenter donc une petite conférence, mais qui est très interactive. N'hésitez pas, vous voyez, nous ne sommes pas très nombreux. Donc vous pouvez intervenir à tout moment si vous voulez que je précise des choses au fur et à mesure. Et dont le thème est l'aide aux aidants, puisqu'en effet c'est une problématique qui devient de plus en plus importante et dont on travaille dessus pour essayer de mieux en identifier d'une part la complexité, mais surtout la comprendre. Alors je me présente, je suis professeure Marie-Christine Géline-Argeau, et donc je suis professeure de psychopathologie et de neuropsychologie du vieillissement à Paul-Valéry, et je fais mes travaux au sein du laboratoire Epsilon, laboratoire qui organise ces conférences grand public. Voilà. Et je voudrais saluer dans la salle la présence d'une de mes amies qui est professeure de psychologie du vieillissement à Bruxelles et qui est venue pour quelques jours travailler avec nous. Alors, juste peut-être commencer en vous disant, évidemment, je vais vous parler essentiellement des personnes âgées. Vous dire qu'au siècle dernier, eh bien, elles étaient assez peu nombreuses en fait, puisque on n'avait pas la même longévité que nous. Et de ce fait, ce qui est plus rare et cher, elles étaient davantage honorées et intégrées dans la société. On peut dire en bref qu'elles étaient l'objet de toute notre attention. Actuellement, on voit un déplacement dans notre siècle actuel, du fait précisément de cette longévité qui va expliquer le nombre de plus en plus important de personnes âgées et qui vieillissent de plus en plus longtemps. Et donc elles deviennent objet de préoccupation. Donc vous voyez, de l'objet d'attention, on passe à l'objet de préoccupation. Alors pourquoi préoccupation? Tout simplement parce qu'avec l'âge, eh bien, on a, c'est vrai, on gagne en certaines choses, en sagesse, en expérience, mais aussi on va perdre des choses. Notamment, on va avoir une diminution des capacités adaptatives. C'est-à-dire que plus on devient âgé, plus on devient vulnérable. Évidemment, il y a un risque accru de décès. Sur le plan physiologique et somatique, il va y avoir toute une augmentation de la susceptibilité aux maladies. Et l'avancée en âge va entraîner ce qu'on appelle des polypathologies. C'est-à-dire que bien souvent, on devient malade, mais pas avec une seule, mais des maladies. Et puis certainement, ce qui inquiète le plus, eh bien, c'est le déclin cognitif, qui est tout à fait normal. À partir de 40 ans, on commence à perdre sa mémoire, mais il n'en demeure pas moins que ce déclin cognitif demeure problématique. Donc en conséquence, cela peut induire des incapacités, qu'elles soient fonctionnelles. En tout cas, ça va réduire certaines de nos performances, et notamment dans certaines activités que nous avons à effectuer au quotidien. Et ceci va définir ce que l'on appelle la dépendance. Donc, vous voyez, je vous en donne ici la définition. Donc, une personne est reconnue dépendante lorsqu'elle est dans l'incapacité de s'adapter à son environnement sans aide. C'est-à-dire, en fait, faire ces fameux gestes de la vie quotidienne qui sont s'habiller, se nourrir, se déplacer, assumer ses transferts et prendre soin d'elle et de son corps. Alors, c'est un problème d'importance puisque vous voyez, cela concerne en France environ, on va arrondir, 13 millions de personnes âgées. Alors, il faut dire qu'en France, on est vieux par décret. Au-delà de 60 ans, qui était l'âge de la retraite, eh bien, vous êtes dit vieux. Vous et moi, nous savons très bien que c'est complètement imbécile. À 60 ans, fort heureusement, on n'est pas vieux. Pour nous, spécialistes du vieillissement, le véritable tournant, on le voit au-delà entre 75 et 80 ans. Bon, il n'en demeure pas moins que par rapport à ces statistiques livrées par l'INSERM, vous voyez un petit peu, il y a quand même pratiquement 8 millions de personnes âgées dépendantes, et donc qui ont entre 60 et 75 ans, et 5 millions de plus de 75 ans, et 1,5 million de plus de 80 ans. Et il faut dire que
si vous voulez, on appelle ça un camembert. Vous pouvez imaginer que la partie bleue va se réduire dans les années à venir parce qu'il y aura de plus en plus de 75 ans et qu'il y aura de plus en plus de 80 ans. Alors évidemment, si je vous parle de dépendance, c'est pour amorcer la venue de cette fameuse maladie tant redoutée. Et pourquoi? Probablement parce que vous voyez, c'est une maladie qui est, que l'on peut définir comme étant une maladie de la société, du cerveau, bien sûr, mais aussi du sujet. Et ce qui nous préoccupe ce soir, et c'est pourquoi je suis là et vous êtes là, c'est pour qu'on parle aussi de la famille. Bon, juste, si ça vous intéresse, mais autrement je vais très vite, mais pour vous dire, voilà, concernant l'épidémiologie, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont atteintes, pour faire très court, de cette maladie, vous voyez qu'il y a environ 18% des plus de 75 ans et 30 à 36% des plus de 80 ans. Donc, quelque part, plus on devient âgé, plus on a un risque accru de contracter cette pathologie. Mais avant 65 ans, l'incidence est très faible puisque c'est de l'ordre de 5%. Donc il ne faut pas aussi... on parle là d'une maladie qui est hyper médiatisée. On en parle énormément, donc elle fait très très peur. Mais bon, il faut aussi raison garder parce que, vous voyez, c'est quand même pas 100% non plus de la population qui devient atteinte de maladie d'Alzheimer avec l'âge. Voilà. En termes de nombre de nouveaux cas par an, c'est vrai que cette prévalence est très importante, d'où l'objet de préoccupation, probablement. Et comme vous le savez certainement, cette maladie va être la cause principale d'une dépendance vraiment très lourde. Alors quels sont un petit peu les facteurs de risque, puisque différents facteurs de risque ont été identifiés? Eh bien, le plus important, c'est l'âge. Ça paraît un petit peu bête de dire ça, mais sachez qu'il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir le prouver, le montrer. Dire avant tout, c'est l'âge qui est le facteur de risque d'après cette maladie. Le sexe féminin, puisque le fait d'être une femme peut multiplier par 1,5 voire 2 le risque de la pathologie. Dans d'autres cas, il y a certaines formes familiales, mais il faut savoir qu'elles sont très rares. Et en principe, c'est une maladie d'Alzheimer qui débute beaucoup plus jeune. Chez les plus jeunes, c'est ce qu'on appelle les patients jeunes, c'est-à-dire c'est avant 50 ans. Et évidemment, risque génétique, parce que dans cette pathologie, différents gènes dont je ne parlerai pas ici, ce n'est pas l'objet, vont être impliqués. Il faut savoir également que le niveau d'éducation a été identifié comme étant un facteur de risque, à savoir que les personnes qui ont un haut niveau culturel seraient plus protégées de la pathologie que d'autres. On y reviendra. En fait, c'est tout le problème de la stimulation, etc. Parmi tous ces facteurs, je pense que celui sur lequel on travaille, enfin le corps médical travaille le plus actuellement, c'est le risque cardiovasculaire. Et ce risque est tel que même la définition même de la maladie d'Alzheimer a été partiellement remise en question très récemment à travers un livre qui s'intitule « Le mythe de la maladie d'Alzheimer » et qui montre qu'en fait c'est une maladie qui est tellement complexe, mais dans lequel notamment tout ce qui est risque cardiovasculaire serait très impliqué, alors qu'avant on différenciait bien la maladie neurodégénérative de la maladie vasculaire. Bon, simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dire que une maladie d'Alzheimer, eh bien, ce sont des lésions qui vont... alors, je n'ai pas de petites flèches, bon, tant pis. Vous voyez sur la partie droite, là, il y a un petit point rouge. Eh bien, la maladie va débuter toujours de cette structure que l'on appelle l'hippocampe. Voilà, ici, là. Et en fait, les chercheurs ne savent pas encore expliquer pourquoi,
Mais en fait, à partir de ce point-là, différentes lésions, que j'ai marquées de façon très sommaire, hein, ici, vont se développer et vont aller se déposer sur l'ensemble du cerveau. Alors ça va vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hippocampe, c'est la structure neuroanatomique qui sous-tend la mémoire. Donc ça vous explique que notamment la maladie d'Alzheimer débute habituellement par des troubles de la mémoire. Et qu'en fin de vie, lorsque la maladie est très très avancée, prononcez bien, du fait de cette généralisation des lésions, pardon, eh bien on va avoir des troubles cognitifs multiples. Alors en fait, les troubles que l'on va observer, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont le résultat de deux autres types de troubles. En effet, sous l'effet des lésions cérébrales, et vous savez que le cerveau est constitué de neurones, mais aussi de connexions synaptiques. Entre ces synapses, il y a tous les neurotransmetteurs, médiateurs, etc. Mais bon, lorsqu'il y a lésion cérébrale, il y a lésion aussi au niveau de la retransmission. Cela va provoquer des troubles cognitifs, donc des troubles de la cognition, c'est-à-dire aussi bien l'intelligence, pour faire court, que la mémoire, le langage, etc. Et des troubles comportementaux, la dépression, l'apathie, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des symptômes primaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont en lien direct avec ces lésions du cerveau. Mais il faut se souvenir que l'homme a cette propension absolument extraordinaire qui est celle de s'adapter, de pouvoir s'adapter. Donc face à ces troubles cognitifs ou psychocomportementaux, il va réagir. Et là, il réagit par rapport à sa personnalité, mais aussi par rapport à la tolérance que peut avoir son environnement, notamment les proches, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes secondaires. Et en fait, nous, ce que l'on va observer, eh bien, c'est la conjonction de ces deux types de symptômes. C'est-à-dire, je peux avoir des troubles de la mémoire. Ces troubles de la mémoire vont diminuer mon estime de moi-même, que j'ai de moi-même, mon estime de soi. En réaction, je vais développer une dépression. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression elle-même engendre des troubles de la mémoire. Donc ici, je vais observer certaines manifestations, mais il faudra bien que je sache, enfin que je ne perde pas de vue, quel peut être l'objet de ces deux barrières que l'on appelle confondantes. Alors, juste très simplement, vous rappeler que la maladie d'Alzheimer engendre donc ces fameux troubles cognitifs, principalement centrés sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on a affaire à des patients qui vont oublier au fur et à mesure. On leur donne une information, et même pas 5 minutes, dans les secondes qui suivent, ils ont oublié. Ce qui fait que d'ailleurs, ça va engendrer chez eux un comportement qui est très pénible pour l'entourage, parce qu'ils vont sans cesse poser les mêmes questions. Il dit, mais je viens de te répondre. J'ai oublié. Mais également, ils ont du mal pour tout ce qui est capacité à organiser, à planifier leur comportement. Donc, par exemple, remplir une feuille d'impôt ou remplir correctement un chèque devient très problématique. Donc, vous voyez, on voit là la dépendance qui petit à petit va arriver. Au niveau du langage, au début, c'est un simple oubli. Ou un manque, ce qu'on appelle un manque du mot. Donc ils n'arrivent pas à nommer, par exemple, ils disent « Tiens, passe-moi passe-moi l'eau ». Voilà. Donc il y a eu une hésitation, et au lieu de dire la bouteille, ils vont dire l'eau. Voilà. Mais là, on a réussi à comprendre. Par contre, plus la maladie va progresser, donc rappelez-vous, plus tout ce qui est lésions cérébrales vont se développer sur l'ensemble du cerveau, et bien à la fin, il y aura de véritables troubles du langage avec ce qu'on appelle une aphasie de Wernicke, c'est-à-dire que la personne parle, elle parle très vite, avec beaucoup de mots qu'elle a inventés, que l'on appelle des néologismes, et qui fait que son discours devient incompréhensible. Et en plus, quand on lui parle, elle ne comprend plus.
Au niveau des praxis, c'est tous les gestes que nous sommes capables de faire qui nous permettent d'interréagir avec l'extérieur. Donc, par exemple, prendre cette bouteille, la porter à ma bouche, fait partie des praxis. Mais également, savoir se appuyer sur le bon bouton pour enclencher la machine à laver, etc. Utiliser un téléphone, voilà. Faire ces gestes qui ont une utilité. Eh bien, dès lors qu'il commence à y avoir une apraxie, alors toujours pareil, au début ça va très peu impacter l'autonomie, mais au fur et à mesure, quand on ne sait plus boutonner sa chemise ou sa veste, quand on commence à enfiler son pantalon, on essaie de l'enfiler par la tête, ce qu'on appelle une apraxie de l'habillage, ou qu'on ne sait plus se servir de son couteau et de sa fourchette, eh bien ça veut dire que là, il va falloir qu'on ait besoin d'une aide, et qui, en principe, est dispensée par la famille. Au niveau des gnosies, les gnosies, c'est tout ce qui est reconnaissance. Eh bien, ces personnes vont avoir de plus en plus de mal à reconnaître le monde environnant. Donc ça peut être aussi bien les panneaux routiers. Donc voilà, la question se pose, est-ce qu'il faut laisser conduire une personne atteinte de maladie d'Alzheimer? Ou bien la reconnaissance des visages. On n'arrive plus à reconnaître qui est qui, etc. Voilà. Alors il faut savoir que ces différents troubles, lorsque ils ont un retentissement important au niveau social et professionnel, vont définir ce que l'on appelle une maladie d'Alzheimer. Alors, on insiste toujours sur les problèmes cognitifs, mais il faut dire que la maladie d'Alzheimer, malheureusement, va entraîner aussi des troubles psychocomportementaux. Et là, nous avons fait une étude, je vous en reparlerai tout à l'heure, une enquête européenne, et on a été très très surpris de voir qu'en fait, ces troubles psychocomportementaux sont largement autant fréquents que les troubles de la mémoire. Donc il ne faut pas dire que la maladie d'Alzheimer, ça n'est que la maladie de la mémoire. Donc ces troubles sont présents dès le début de la maladie. Je vous les ai recensés à la diapositive suivante. Ils vont augmenter au cours de l'évolution de la maladie, puisque toujours pareil, hein, maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que plus le cerveau est atteint dans son ensemble et en intensité, en sévérité, eh bien, les troubles vont aller en s'accusant. Ce sont des troubles qui vont retentir sur la vie de tous les jours. Voilà. Alors, ce sont des troubles qui vont provoquer, je vais vous préciser tout à l'heure, des manifestations particulièrement stressantes pour l'entourage. Et petit à petit, d'ailleurs, ça va épuiser cet entourage. Mais aussi, bon, ça a des répercussions économiques qu'on ne peut pas obérer. Alors, je vous parle de ces troubles, justement, que présentent les patients. Alors, là, je suis désolée parce que j'avais mis deux bleus différents qui ne sont pas distingués. Mais vous voyez, je vous les ai classés par ordre de fréquence. Bon, tout ce qui est au-delà de 50%, ça veut dire que là, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein, ça arrive de façon très très fréquente. Vous voyez, il y a une perte de la motivation, c'est ce qu'on appelle une apathie chez ces patients-là, dans 70% des cas. Donc, ce sont des personnes eh bien, qui n'ont plus de motivation. C'est un trouble réel de la motivation. Ils sont fatigués, dans 70% des cas. Mais également, l'entourage juge qu'ils peuvent devenir violents, dans 70% des cas. C'est énorme. Ils ont des troubles, ou en tout cas des modifications du comportement sexuel, c'est-à-dire soit une hypersexualité, la plupart du temps, ou bien ça peut être une hyposexualité, mais qui serait à la limite moins dérangeante. Des comportements répétitifs, qui sont exténuants pour l'entourage. Ils peuvent être agités, anxieux, déprimés et perdre l'appétit dans 50% des cas. Le reste, je n'en parlerai pas. Voilà. Alors, classiquement, de cette fameuse maladie d'Alzheimer, on distingue différents stades. Le premier stade, en fait, ça n'est pas une maladie d'Alzheimer, mais le fameux stade que l'on appelle le MCI, c'est Mild Cognitive Impairment en anglais. Là, en fait, ne fait pas du tout partie de la maladie. Ce sont des personnes qui, simplement, ont des troubles de la mémoire isolés. Et non que ça. Pourquoi on s'intéresse à ces personnes-là? C'est parce que 50%, alors,
les chiffres varient énormément d'une étude à l'autre. Pour certains, c'est 50%, d'autres, ça n'est que 10%, mais peuvent évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Alors tout à l'heure, on a bien dit qu'avoir des troubles de la mémoire liés à l'âge est quelque chose de physiologique. C'est-à-dire, on accepte complètement de ne plus pouvoir courir le centimètre haie à 70 ans. Par contre, on accepte beaucoup moins bien d'avoir une moins bonne mémoire. Lorsqu'il y a réellement pathologie, donc là, 3 stades, une maladie d'Alzheimer qui est légère, modérée ou bien sévère. Donc je vous ai marqué un petit peu les caractéristiques. Voilà. C'est plutôt ce qui est en jaune, jaune et rose en bas, qui va nous intéresser. C'est que vous voyez, bon, au début ou dans un stade plutôt léger, il va y avoir une perte d'intérêt, la fameuse apathie, que l'on a vu tout à l'heure, pour les activités de loisirs, une dépression, etc. Et les activités de la vie quotidienne sont légèrement perturbées. Mais on n'a pas encore besoin d'aide. Par contre, au stade modéré, là, les activités de la vie quotidienne deviennent modérément perturbées et il va y avoir une demande de soins de la part ou de prise en charge de la part de l'autre, des aidants notamment, qui va devenir plus importante. Et évidemment à la fin, en fin de maladie, alors c'est-à-dire environ une maladie d'Alzheimer, c'est environ 12 années, à peu près en moyenne, parce que ça dépend des personnes, etc. Mais ça évolue sur 12 ans. Là, les troubles sont très sévères et ça va aller jusqu'à la dépendance totale, c'est-à-dire la prise en charge complète par l'aidant. Voilà, alors j'avais souhaité vous faire ce petit retour sur la maladie d'Alzheimer parce que c'est l'une des causes les plus importantes de dépendance et c'est surtout la maladie sur laquelle nous travaillons au laboratoire, en tout cas dans mon équipe. Pour vous parler donc de ces fameux aidants. Alors, qui sont les aidants? Donc, nous avons fait une première étude il y a quelques années et qui nous a permis de... Mais bon, dans la littérature, tous les auteurs sont d'accord pour dire que majoritairement, puisque près de 75%, on va dire les 3 quarts des aidants, ce sont en fait les conjoints ou les enfants. C'est-à-dire que vous voyez, c'est... la société se décharge complètement sur la famille pour la prise en charge de ce type de patient. Donc, bon, 33% sont les conjoints et 40% à peu près les enfants. Alors, quand on revient sur les conjoints, vous voyez, ce sont majoritairement des femmes qui vont prendre en charge leur mari. 21% d'entre elles auront plus de 85 ans. Alors, c'est d'importance quand vous regardez le bas de la diapositive et que vous voyez qu'un patient Alzheimer va demander, pendant 7 à 10 ans, environ 60 heures de travail par semaine et qu'on a 85 ans. Et 80% donc, de ces aidants conjoints disent se consacrer entièrement et au quotidien aux soins. Pour les enfants, la problématique est un petit peu différente parce que, vous voyez, un quart d'entre eux ont des enfants eux-mêmes à charge. Donc là, on est vraiment dans la génération qui est coupée en deux, enfin, qui se situe au milieu, avec le problème du parent qui vieillit et le problème des enfants. Et bon, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit très facile non plus, trouver du travail, etc. De même que 50%, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, en fait, des enfants sont eux-mêmes en activité. Donc il faut s'occuper de ses propres enfants, s'occuper de soi, de sa maison, s'occuper de ses parents ou de son parent malade, et tout en étant à temps plein encore dans son entreprise ou son organisme de travail. Voilà. Ce qui fait qu'on sait qu'à peu près 10%, et ce sont essentiellement les femmes, vont quitter carrément leur travail pour pouvoir s'occuper de leurs parents. Alors, 73%, ça n'est pas 100%. Pourquoi? Parce que dans les aidants autres, eh bien, il y a les cousins, mais il y a aussi les voisins. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir que simplement 10 à 15% de ces aidants, alors que vous voyez pourtant quand ils sont âgés, quand ils sont conjoints et âgés,
combien ça va être difficile, hein, à 85 ans, de travailler pendant 60 heures par semaine pour prendre soin de l'autre, prendre soin de l'autre. Eh bien, pourtant, seuls 10 à 15% de ces aidants vont accepter une aide extérieure, c'est-à-dire vont accepter de recourir au service d'aide. Alors, les aidants familiaux, ce qu'il faut savoir, donc, on vient de le voir un petit peu, sont au cœur du dispositif du maintien à domicile. Hein. Quelque part, on dit qu'ils sont le renfort invisible de ce système de santé qui est en pleine récession et qui fait qu'on se décharge sur la famille. C'est votre proche, il est à vous, il vous appartient, entre guillemets, et bien vous l'assumez. Il faut savoir que c'est une aide qui n'est pas négociée. Pour ceux et celles qui sont mariés, quand on passe devant le maire, il nous dit qu'on est unis pour le meilleur et pour le pire. Et bien là, il va falloir assumer le pire. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre avis. Et cette tâche est tellement lourde qu'a été identifié ce qu'on appelle le concept de fardeau. Et c'est le fardeau que l'on va étudier la plupart du temps chez les aidants. Voilà. Alors, quel est leur rôle? Ils s'occupent évidemment de la maison, mais surtout voilà, de tout ce qui va être extérieur, aller faire les courses, faire des démarches dans les organismes divers et variés, etc. Et à domicile, ils font beaucoup d'activités ménagères, mais surtout de gestion des médicaments, etc. et de surveillance. Après-demain, c'est-à-dire jeudi, j'ai une de mes doctorantes qui va soutenir sa thèse sur les aidants. Je lui laisse la primauté de son travail, mais voilà, elle a identifié, elle a affiné un petit peu cette photographie, et donc je ne lui ai pas piqué ses diapos pour ce soir, mais on voit bien qu'effectivement, l'activité ménagère, en fait, est supplantée par davantage tout ce qui est organisation, gestion, etc. Alors nous avons fait, il y a quelques années, une enquête européenne. Donc vous voyez, il y avait différents pays, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la France, etc., l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, qui a porté sur justement ces patients atteints de maladie d'Alzheimer, mais surtout sur leurs aidants. Alors qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que, en fait, les aidants, quand ils parlent de la pathologie de leurs proches, disent mais moi, en fait, j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, on voit qu'il y a, dans les 3/4 des cas, ils ont porté le diagnostic. Alors, ils n'ont pas dit forcément c'est une maladie d'Alzheimer, mais ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, au moins 6 mois avant que le diagnostic ne soit posé. Et vous voyez que dans 50% des cas, quasiment, c'est même 1 an avant que le diagnostic ne soit posé par un médecin. Alors, cette période eh bien, constitue une période de doute et d'incertitude. Je ne comprends plus mon mari, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprends plus mon épouse. Qui est cet autre qui est en train de devenir autre? Et évidemment, ceci ne va pas rassurer l'aidant. Il ne comprend pas, il y a un phénomène qui lui échappe, et il n'y a pas eu de mots posés dessus. Donc on se demande bien ce qui se passe, et évidemment ça va engendrer déjà une première souffrance. Et de celle-là, on n'en parle jamais, on n'en parle pas beaucoup. Alors de façon, j'allais dire presque un petit peu logique, enfin logique, on avait étudié le profil émotionnel de ces aidants, et vous voyez, dans 17% des cas, alors certes, c'est pas la majorité, mais ils nous disent, mais en fait, j'ai été soulagée quand on m'a donné le diagnostic de mon parent. J'étais soulagée parce que, enfin, j'ai pu comprendre pourquoi son comportement se modifiait, etc. Par contre, voilà les effets qu'on peut entraîner à la fois l'annonce du diagnostic, mais aussi ensuite la prise en charge. Chez 90%, alors je dois cette diapositive, j'ai oublié de le marquer, je suis désolée, c'était une enquête faite par la Fondation Médéric Alzheimer. Dans 90% des cas, vous voyez que les aidants
sont sujets à des angoisses, sont anxieux, sont déprimés, et que l'on a cette notion, pour faire court, d'épuisement moral. Mais aussi de fatigue, avec les troubles qui vont accompagner ces modifications comportementales, les troubles du sommeil, quand on est comme ça, épuisé moralement, etc., ben on dort moins bien, on s'alimente plus ou moins bien, etc. Et aussi des troubles de la mémoire, mais aussi des douleurs. On devient plus algique, même si ce n'est qu'un faible pourcentage. Donc, à partir de cette enquête, eh bien, nous nous sommes dit, mais c'est certain qu'il y a une nécessité à aider ces aidants. C'est très bien que la société se soit complètement déchargée sur eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est au niveau des gouvernements, quels qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils ont mis très longtemps à entendre les discours, notamment celui du vieillissement de la population. Mais une fois qu'ils en ont pris conscience, ils ont dit, bon, ben, on va se décharger quand même de ce problème de l'aide, parce que notre sécurité sociale n'a pas forcément les moyens de tout prendre en charge, etc. Donc on va dire aussi aux familles qu'il faut qu'ils montent au créneau. Mais par contre, il faudrait quand même qu'on essaie de les aider. Donc on va développer différents services. Les services d'aide gérontologique. Alors il y a les aides ménagères, il y a les accueils de jour, les répits, etc. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'était de prévenir l'épuisement physique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on vient de voir, eh bien, on sait que ces aidants, ils sont épuisés. Et si vous en connaissez, si vous-même en faites partie, vous le savez combien on est épuisé physiquement et psychiquement. Le seul problème, c'est que même on s'aperçoit qu'ils sont tellement épuisés que bien souvent, leur longévité va être diminuée. C'est-à-dire que certains peuvent même mourir avant le départ du conjoint qui est malade. Ce qui, bon, d'une part, c'est pas très agréable de quitter la vie comme ça, plus précocement que prévu peut-être, mais surtout aussi pose le problème cruel et très important de qu'est-ce qu'on fait du malade. Il était à domicile, donc là ce sont des placements en urgence et qui sont toujours très, très problématiques. Quand on œuvre dans l'urgence, c'est toujours problématique. Donc voilà pourquoi on a dit qu'il faut vraiment aider les aidants. Quelque part, il faut les aider à rester en meilleure forme possible pour qu'ils puissent assumer le plus longtemps possible leur aide. Alors c'est comme ça que les gouvernements se sont mis à créer des tas de services. Et puis avec une amie, enfin ça c'est une donnée qui est très connue dans la littérature, c'est qu'il y a un véritable paradoxe, c'est que ces services ne sont pas utilisés. On les met à disposition des proches, mais les proches ne vont pas les utiliser. Alors peut-être que la solution n'est pas de créer des tas d'aides, mais d'essayer de mieux comprendre, et c'est un peu l'objet de la thèse dont je vous parlais à l'instant, mais de mieux cibler quelles sont les attentes et les besoins véritables de ces aidants. Donc déjà la question est-elle bien posée, parce que toujours on dit l'aide aux aidants, mais ça veut dire qu'on part du postulat de base que l'aidant veut être aidé. Mais qui l'a montré? Alors j'ai fait une recherche bibliographique, on est chercheurs, on va sur des bases de données. Personne. Une thèse passée au Québec et qui n'a pas donné lieu de publication. Donc on a décidé avec cette amie de s'intéresser à ce problème. Parce que, voilà, est-ce que l'aidant veut être aidé? Bien, ça, c'est nous qui le disons, on pense pour lui, mais lui, peut-être que ce n'est pas sa véritable pensée. Voilà. Et à partir de là, certainement, on comprendra mieux et qu'on pourra mieux les aider. Alors, en effet, même si ça paraît... c'est toujours très délicat de parler de cette question, parce que dire à un aidant, mais peut-être que vous ne voulez pas être aidé, dire non, mais vous fichez de moi, je suis en souffrance la plus totale, la plus complète, eh bien non. Vous avez de très très bonnes raisons pour ne pas vouloir être aidé, pas toujours consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment. D'une part, parce que on nous serine tellement que s'occuper de l'autre doit être, enfin, s'inscrit dans un pouvoir légitime, que du coup, voilà, mais attends, si je ne m'occupe pas de mon mari, mais que vont passer de moi mes enfants?
si je ne m'occupe pas de mon épouse, que vont penser de moi les voisins? Donc j'ai pas le choix, il faut que je m'en occupe. Donc, si vous voulez, on a identifié, grosso modo, qu'il y avait deux grandes directions qui pouvaient expliquer cette réticence à recourir au service d'aide. D'une part, le poids de la norme sociale. Pour être socialement correct, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou bien, sur un plan plus subjectif, eh bien, je vous disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir s'adapter, et surtout de pouvoir se protéger. Parfois, pour se protéger, eh bien, on va mettre en place certains mécanismes qui vont faire que finalement, on va refuser cette aide. Alors voilà pourquoi nous avons cherché à aller un peu de l'autre côté du miroir de l'aide. Alors vous reconnaissez ici la couverture du livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Et en effet, Lewis Carroll, enfin, est intéressant, alors on lui a piqué un peu son titre, parce que c'était un auteur anglo-saxon qui en fait voyait les choses, justement avec lui, il a toujours cherché à changer la donne. C'est-à-dire que pour lui, le héros ne va pas se réduire à la caricature du socialement correct, mais il va justement faire des choses qui peuvent paraître en apparence absurdes, en apparence un non-sens. Je suis en souffrance, mais je ne veux pas me faire aider. Et qui pourtant vont permettre aussi d'avancer dans l'explication. Donc nous sommes en psychologie, nous avons essayé d'étudier les processus psycho, plus loin logiques de cette réticence. Donc je vous passe, voilà. Alors qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, alors donc il y a eu une enquête qui a été faite sur différentes personnes, qui ont permis de mettre au point un questionnaire, et puis ce questionnaire a été passé de façon beaucoup plus large, et ça c'était la partie plus sociale. Eh bien, quand on a fait notre enquête, concernant par exemple les services d'aide ménagère, est-ce que vous acceptez chez vous une aide ménagère? Est-ce que vous faites aider par une aide ménagère? Eh bien, beaucoup nous ont dit non. Non. Alors, pour certains, c'est non parce que c'est une contrainte. Moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui rentre chez moi comme ça, quand je suis en train, voilà, si mon mari se repose, j'ai l'habitude de regarder les feux de l'amour, et bien j'ai pas envie qu'à ce moment-là, c'est un des rares moments de répit que j'ai, qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'embêter à passer le balai autour de moi, ou de venir préparer le bouillon de légumes. C'est faire rentrer un étranger dans la maison. Et c'est aussi la notion, alors, si vous voulez, ça on l'a très bien vu, une notion qui va différer selon les niveaux socio-culturels. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont eu l'habitude d'avoir une femme de ménage tout au long de leur vie acceptent volontiers davantage l'aide. Voilà. Je travaille beaucoup à l'université, j'ai la chance de pouvoir m'offrir une femme de ménage 3 heures par semaine. Et bien dans Montpellier, il y a quelqu'un qui se promène avec les clés de mon appartement dans son sac. Et ça ne me dérange pas. Et peut-être que je suis préconditionnée pour mieux accueillir une aide extérieure. Je ne vais pas le vivre comme étant une violation de mon chez-moi, etc. Des gens plus humbles, qui n'ont pas malheureusement les moyens de s'offrir ce type d'aide-là, eh bien aussi certains étaient très gênés. Ils disaient, mais je me rappelle notamment d'une dame qui était elle-même femme de ménage. Je ne vais quand même pas accepter qu'on envoie une dame qui va venir faire le ménage que d'habitude c'est moi qui vais faire chez les autres. Ça l'a gêné énormément. Au niveau des services du soin du corps, donc ce sont des infirmiers, des infirmières qui viennent vous faire la toilette, etc. Bon. Bien souvent, les maris, voilà pourquoi il y a marqué aider et eux, nous ont dit non, ma femme ne veut pas se laisser nettoyer par n'importe qui, notamment l'autre jour, l'infirmière n'a pas pu venir, elle a envoyé son associé, c'est un homme, elle a été très très gênée qu'un homme la lave. Il lui lave, c'est une partie intime. Donc, on a décidé que maintenant, c'est moi qui lui ferai la toilette, parce qu'elle, je la connais, elle n'a pas ce problème de pudeur. Aussi, beaucoup de réticence, beaucoup
beaucoup de personnes me disent oui, mais on fait venir chez moi des spécialistes, des infirmières, etc. Mais pourtant, je suis sûre qu'ils connaissent moins bien la maladie d'Alzheimer que moi, je la connais. Parce que moi, je vis au quotidien. J'ai pu repérer des tas de choses, etc. que cette personne, même si c'est un professionnel, ne connaît pas. Et en plus, alors ça c'est un gros critère, de toute façon quand ils viennent, c'est toujours vite ils posent leur sac, vite il faut faire la toilette, vite ils mobilisent, parfois même ils lui ont fait mal, et vite ils repartent. Et moi je n'ai pas envie de ça. Je préfère prendre mon temps, etc. Voilà. Alors par contre, dans certains cas, comme dans le cas de démence sévère, eh bien là les personnes n'ont plus les moyens, j'allais dire, de refuser l'aide. C'est-à-dire, oui, ben maintenant, avant je refusais, maintenant j'accepte parce que mon mari est dans un tel état, je ne peux pas le mobiliser toute seule, etc. Donc j'accepte que l'aide vienne de l'extérieur. Alors ça, c'était assez intéressant de voir ça aussi, notamment les femmes qui me disaient, je ne peux plus mobiliser mon mari, je ne peux plus le porter toute seule jusqu'à la salle de bain, donc là, j'accepte l'aide qui vient de l'extérieur. Mais aussi, et vous voyez combien la norme, enfin, est prégnante. Un grand nombre nous ont dit « Ah non, mais le docteur, il ne me l'a pas prescrit. » Qu'est-ce qu'il fait un médecin? Il fait des ordonnances. Ça veut dire qu'il ordonne. Donc, beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, mais le médecin, il n'a pas ordonné. » Donc, comme il ne l'a pas dit, ben, je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend presque d'un pouvoir suprême qu'il vous indique ce que vous avez à faire. Tellement on est... Au niveau de l'accueil de jour, alors l'accueil de jour, vous savez, c'est un lieu qui permet de soulager un peu les dents parce qu'on va amener son proche malade pour la journée, par exemple. Alors ça peut permettre aux femmes d'aller chez le coiffeur de temps en temps, enfin, de souffler un peu, de s'occuper d'elles, si elles veulent aller au cinéma. Enfin, en principe, ils n'ont pas trop l'idée de faire ça, mais voilà, de souffler, de souffrir un petit peu de temps à elles, pour elles. Alors on s'est rendu compte que ce service, bien souvent, n'était pas utilisé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, de proches de patients atteints de maladie d'Alzheimer, ne savent pas qu'ils ont droit à ce type de service. Donc quand on leur dit, vous savez, vous pouvez avoir droit, vous savez qu'il y a un accueil de jour, vous pouvez demander à ce que votre mari ou votre famille... Ah non, je ne savais pas, je ne pensais pas y avoir droit. Je croyais que c'était pour des personnes peut-être qui en avaient davantage besoin que moi. Là encore, l'offre était connue, ou bien l'offre était connue, mais à ce moment-là, ah oui, mais le docteur, il ne me l'a pas dit, il ne me l'a pas ordonné. Donc non, je n'ai pas pensé toute seule de moi-même à l'utiliser. Beaucoup nous ont dit, non mais moi je ne vais pas utiliser ce service, parce que en fait je n'ai pas envie, mon mari n'a pas encore perdu la notion du temps, et sans moi il va s'ennuyer. Donc vous voyez aussi par là que être aidant, ça peut apporter une certaine gratification et que quelque part on se sent aussi devenir totalement irremplaçable. Hein, et non, je ne peux pas, il a encore la conscience du temps, je ne vais pas le laisser tout seul parce que je vais lui manquer. Ce que l'on a vu également, c'est que bien souvent les maris nous disaient « mais moi je veux utiliser ». Pour mon épouse qui est malade, l'accueil de jour. Mais c'est ma femme qui ne veut pas y aller, parce qu'elle ne veut pas me quitter. Dès qu'on est séparés, elle angoisse, etc. Donc, elle ne veut pas. Et les femmes, on reconnaîtra bien là notre coquetterie, refusaient d'aller, les femmes malades, à l'accueil de jour en disant « non, non, mais moi, j'ai pas envie d'être avec des vieilles. Alors, elles ont 2 ans de plus ou 2 ans de moins. Mais non, non, il n'y a que des vieilles et... En plus, elles sont complètement folles, etc. Je ne veux pas aller avec ces gens-là. C'était assez surprenant. Ce que l'on a pu mettre en évidence également, c'est qu'en fait, lorsqu'on amène son proche malade dans un accueil de jour, eh bien, on se rend compte que c'est un petit peu comme la maman qui, pour la première fois, amène son enfant à la maternelle. Pour celles qui ont eu des enfants, on se souvient toutes du premier jour où on a déposé notre enfant à la maternelle, hein, avec cette angoisse de la séparation, cette souffrance de la séparation, en fait, de la première séparation.
Et là, ça devient un moment où on est totalement envahi par la culpabilité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pas tort? Est-ce qu'il va être bien sans moi? Voilà. C'est le moment aussi, et ça c'est très important, hein, où on veut bien accepter aussi de ne plus être indispensable. Ce que l'on a vu, c'est aussi l'importance de l'accueil, à l'accueil de jour. C'est-à-dire que lorsque la famille, enfin le proche aidant, on accepte qu'il rentre, on lui fait visiter le lieu, on lui dit, ben voyez, tout à l'heure, votre mari va prendre son goûter ici, puis on va lui faire faire telle activité, etc. Là, la séparation se faisait beaucoup plus en douceur. Malheureusement, par manque de temps ou autre, dans beaucoup d'accueils de jour, on dit non, non, madame, non, mais ne rentrez pas, nous, ça y est, maintenant, il est là, on le prend en charge, vous pouvez aller chez le coiffeur, aller faire ce que vous voulez, mais nous, ça y est. Voilà. Et ça, c'est vécu de façon très brutale et très violente par les dents. Également, parce que on a eu la surprise de voir que la première impression sur la personne qui vous accueille était primordial. Dans certains accueils du jour, on me disait « Ah oui, mais j'étais accueillie par une dame qui avait des cheveux blancs, qui avait un certain âge, donc voilà, la représentation de la sagesse. Et si elle est là, en plus, à son âge, pour faire ce travail, eh bien, c'est que vraiment, elle est dévouée. Donc là, on a confiance dans cet accueil de jour, puisque ce sont des personnes qui ont à la fois de l'expérience, de la sagesse, etc. Par contre, non, mais je suis allée voir l'accueil du jour, c'est une petite jeune de 20 ans, elle ne connaît pas, elle ne connaîtra pas, elle ne saura pas voir, donc je n'ai pas envie. Bref, on reproche un peu à la jeunesse le manque d'expérience et on associe avec l'incompétence, ce qui évidemment n'était pas démontré. Voilà. Donc, lorsqu'on ne veut plus, on a utilisé le service mais qu'on ne veut plus, eh bien, soit c'est parce qu'il y a des problèmes de transport, donc tout ça, ça nous donne quand même des indications aussi sur ce qu'il faudrait faire pour aider les aidants. Hein. C'est tout simplement parce que maintenant, il faut prendre une ambulance, eh bien, voilà, il faut aussi que les services, les pouvoirs publics, etc., aident dans ce sens-là. Ou bien, non, mon mari allait avant à l'accueil de jour, mais maintenant je l'en ai retiré parce que ce qu'on lui propose est en décalage complet avec ce qu'il est, ce qu'il était, et je ne supporte pas ça. Alors je vous donne un exemple pour être plus explicite. On avait vu une dame qui avait placé son mari un jour dans un accueil de jour, comme ça. Son mari était polytechnicien et avait été un grand patron d'une multinationale très importante sur le sol français. Et c'était Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, comme malheureusement d'autres, était atteint de cette maladie. Et donc elle amène son mari à l'accueil de jour, elle le retrouve le soir avec un tablier plein de farine. On le faisait jouer à la pâtissière. Donc, cette femme a vu, si vous voulez, ça a été d'une violence inouïe pour elle, de voir, d'abord de peut-être prendre conscience qu'effectivement maintenant son mari n'était plus Monsieur le Président, hein, qu'il était plus apte, qu'il avait changé, évolué. Et par ailleurs, de voir combien pour elle, sa place était devenue à un niveau qui lui faisait un mal terrible. Parce que d'autant, il ne faut pas oublier que cette génération-là, parce que la génération en tout cas de nos grands-parents ou de nos parents, pour certains qui pouvaient se le permettre, les femmes n'allaient pas travailler systématiquement. Elles étaient à la maison, elles faisaient les enfants, elles les élevaient, etc. Et donc, quelque part, ces femmes-là, eh bien, l'identité sociale, elles l'avaient à travers leur mari. Lorsque votre mari a une identité sociale il est en train de jouer à la pâtissière alors qu'il a eu des responsabilités bien plus importantes, quelque part, c'est vous également qui êtes en train de choir. Hein, Donc cette femme-là a trouvé que c'était un nivellement tout à fait irrespectueux et malheureux vers le bas. Et puis par ailleurs, il y a également le gros problème, c'est que
On ne voit pas lui, la personne, on ne voit qu'un malade. Bon, on peut dire la même chose aussi de certaines personnes qui disent « Oui, mais moi, j'ai plus envie d'aller à l'accueil de jour. » Pardon, excusez-moi. Parce qu'on me fait écouter la grande musique et moi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Ben moi, je suis lozérien, j'aimerais qu'on me fasse écouter des bourrées, etc. Ben oui, c'est vrai, quand on est corse, pourquoi pas faire écouter des chants corses, etc. Bon, faire écouter le concerto numéro 2 de Debussy, c'est sûrement très bien, mais c'est vrai que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, il faut aussi savoir s'adapter à l'identité et à la culture de chacun. Et ça n'est pas toujours fait. Parce qu'évidemment, on ne va pas blâmer non plus. Hein. Les personnes qui animent ces accueils de jour, ils font comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Bon, pour les services de répit, c'est où on peut là aussi se demander une prise en charge qui sera plus longue hein, du patient. Là, bien souvent, les familles disent non, mais moi je ne veux plus le mettre parce que je trouve que c'est dangereux. L'autre jour, je suis arrivée, il était dans sa chambre, à moitié nu, assis sur son siège, sur son fauteuil, et les infirmières et autres, personne ne s'en était aperçu. Il grelottait de froid, ou non, la dernière fois que j'ai mis ma mère dans ce service de répit, elle a fugué, parce que ça fait partie des symptômes, malheureusement, de la maladie. Un patient Alzheimer peut faire jusqu'à 50 km à pied par jour, hein, on a mesuré. Donc elle a fugué, elle est partie, parce qu'ils ont un besoin de déambuler. Voilà, donc il y avait toutes ces craintes-là. Sont proposés aussi des groupes de soutien, c'est ce qu'on appelle en psychologie des groupes de parole, donc où bon, il y a les alcooliques anonymes, et là, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est le même principe, si vous voulez, c'est le groupe qui va apporter aussi à l'aidant, et où on peut échanger de son expérience, etc. Bon, déjà, les hommes disent très clairement, moi j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller raconter ma vie devant tous ces gens-là. Voilà. Bon, il y a également le problème de la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien y aller, mais enfin, qu'est-ce que je fais de mon mari pendant ce temps? C'est bien que j'aille au groupe de parole, mais qui est-ce qui va prendre soin de lui, le surveiller, etc. Voilà. Il y avait donc les hommes qui ont beaucoup plus de mal à parler en public, etc. C'est vrai que les femmes ont peut-être plus l'habitude. Alors, donc, vous voyez, on avait fait le point comme ça, et on a décidé ensuite d'approfondir cette... Alors là, je vais passer peut-être un petit peu plus vite, mais d'approfondir ces différents résultats que l'on avait vus. Donc, d'un point de vue sociétal, on voyait bien que c'était la représentation sociale du service par les aidants qui jouait vraiment un jeu majeur, hein, mais aussi l'adhésion et l'application de la norme sociale. Et là, on a essayé de voir, d'un point de vue plus clinique, si on pouvait expliquer... désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Il va vite s'arrêter. D'un point de vue clinique, un petit peu, si la personnalité, les relations intrafamiliales pouvaient jouer. Voilà. Alors déjà, on a repris les différents services que l'on avait étudiés. Vous voyez, le soin à domicile, l'aide ménagère, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire et les groupes de soutien. Et ce que l'on a vu, c'est déjà, on a pu classer un petit peu, vous voyez, voir qu'il y avait des services pour lesquels il y a une réticence qui est beaucoup plus importante. On accepte facilement du soin à domicile, enfin, paradoxalement, mais beaucoup moins d'autres. Et on a pu le mettre aussi en lien avec la méconnaissance de ces services. Ça veut vraiment dire que toutes les associations, par exemple France Alzheimer, etc., des filiales, la plupart du temps sont là aussi pour délivrer de l'information. Et cette information, elle est vraiment nécessaire, parce que les familles ne l'ont pas toujours. Et cette méconnaissance va favoriser la réticence au recours de ces services. Mais aussi la méconnaissance de la maladie. Ça veut dire qu'il est certainement important d'expliquer aux proches du malade un petit peu sa maladie. Mais pas que sa maladie.
Parce que dans l'enquête européenne que nous avions réalisée, eh bien justement, les familles nous disaient « Oui, mais moi, le médecin, quand je le vois, il me parle que du traitement, que des médicaments, il me parle des troubles de la mémoire. » Bref, on s'est rendu compte que le médecin n'allait discuter que des éléments qui lui avaient permis de poser le diagnostic et puis ensuite de la prise en charge médicamenteuse. Les familles, elles n'attendent pas ça. Elles attendaient des informations sur jusqu'à quand il peut conduire, quelle est l'association la plus proche de chez moi, pour que je puisse me faire aider. Enfin, on avait listé un petit peu tout ça. Voilà. On a évidemment mis en sous... Alors, je ne vais pas commenter à fond cette diapositive, hein, mais simplement pour dire qu'on a bien retrouvé cette souffrance psychologique chez les aidants, notamment, vous voyez, cette notion de fardeau, mais aussi d'anxiété, de dépression. Et par contre, on a quand même été surpris de trouver que ces aidants, malgré leur souffrance, arrivaient à présenter de bonnes ressources personnelles. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et au bout du compte, eh bien, on a analysé donc ces facteurs de réticence et vous voyez combien on a trouvé qu'elle était complexe. Alors, pour cela, je vais vous montrer ça. On a fait ce qu'on appelle une analyse factorielle, c'est-à-dire qu'on prend tous les résultats et puis on les fait tourner dans une machine, sur un logiciel informatique pour faire court. Et ça vous trie les données en différentes catégories qu'on appelle des facteurs. Et là, on a trouvé 3 facteurs. Et ensuite, vous devez interpréter ces facteurs en fonction de ce par quoi ils sont représentés. Donc, vous voyez le facteur 1 qui est en jaune, on l'a identifié comme s'appelant l'expression de la détresse psychologique. Et qui se détachait complètement d'un deuxième facteur qui est en rose, que l'on a appelé motivation, c'est-à-dire est-ce que je suis motivée ou non pour utiliser ces services. Et on a également isolé un troisième facteur tout à fait indépendant qui, lui, est véritablement le facteur de la réticence. Et ce qui a été superbe, c'est qu'on a réussi à expliquer que ce facteur numéro 3, en fait, était composé du facteur 1 et 2. C'est-à-dire que quelque part, la réticence eh bien, va s'expliquer par cette souffrance psychologique des aidants et ces problèmes enracinés dans leur motivation. Alors juste, je vous reprends maintenant les facteurs 1, 2, 3, vous voyez, et pour vous montrer la complexité de la chose. Alors en conclusion, est-ce qu'il s'agissait de le non-recours aux services? Est-ce que c'est parce que les services proposés ne sont pas en adéquation? Eh bien, on peut dire que oui. Oui, parce que ils ne correspondent pas véritablement aux attentes, etc. Est-ce qu'il y a par ailleurs une réelle réticence à utiliser ces services? Eh bien oui, et qui va dépendre du niveau socio-culturel, du niveau socio-éducatif de la personne, mais également de sa personnalité, etc. On a donc trouvé que cette réticence, eh bien, c'est un système fort complexe, et qu'il serait important dans l'avenir d'arriver à modifier certains comportements de la part des soignants. Notamment qu'il est très très important, et ça c'est le discours que l'on a, et la Fondation Médéric Alzheimer nous a aidés en finançant cette étude à faire passer le message qu'il est très important de maintenir l'identité propre du malade. C'est-à-dire que ne jamais oublier qu'on parle d'un sujet, on ne parle pas d'une maladie. Tenir compte de ce qu'il a été. Par exemple, faire écouter les chants corses ou faire plutôt que du Stravinsky. L'idéal étant de proposer une aide très personnalisée. Pour lutter contre les stratégies de non-recours, facile à dire, pas à faire, eh bien, aider la personne à faire le deuil du passé, c'est-à-dire dire votre mari, eh bien, en effet, il est en train de s'enfoncer dans la maladie. Voilà, il faut pour autant essayer de dépasser cette notion. La personne que vous avez connue ne sera plus. Par contre, voilà, ça reste tout de même une personne qui est à vos côtés
avec lequel vous allez partager, continuer à partager aussi peut-être des moments forts. Enfin, voilà, il faut essayer de... Alors ça, c'est évidemment tout le travail des psychologues lorsqu'elles peuvent prendre en charge des personnes. Leur donner les moyens de bien comprendre le présent, hein. Essayer de décrypter par exemple certains comportements, leur expliquer et anticiper l'avenir. Voilà. Alors reconnaître le sujet, eh bien, c'est ce que je vous ai dit, hein, reconnaître son identité, tenir compte de ses habitudes, bon ça on l'a dit. Rompre l'isolement aussi social du couple aidant, hein, parce que alors, mon équipe travaille également là-dessus. Nous travaillons sur la stigmatisation, c'est-à-dire le fait d'être atteint d'une maladie fait que l'on aura tendance à être stigmatisé. Mais on s'aperçoit également que les proches de ces personnes malades le sont aussi. C'est ce qu'on appelle le stigma de courtoisie. Le fait que vous soyez le parent d'un malade fait que vous, à votre tour, vous allez être stigmatisé par les autres, par rapport à la pathologie. Alors, c'est pas méchant, c'est pas forcément violent, hein, mais voilà, il faut pouvoir identifier les mécanismes qui sont à l'œuvre de tout cela pour pouvoir mieux les lutter, mieux combattre. Hein. Enfin, donc informer, communiquer, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, on voit combien c'est encore important. On pense que tout a été fait, le nécessaire est fait, bien non, visiblement il manque encore des informations. Voilà. Enfin, en un mot, il faut continuer à agir et surtout ne pas baisser les bras. Voilà, je vous remercie.